Bah écoutez, je vous propose qu'on commence. Il y a des personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc on est réunis aujourd'hui pour parler investissement, pour vous donner vous entrepreneurs des bons tips, des bonnes pratiques lorsqu'on veut lever des fonds. Alors on est très honoré aujourd'hui de rassembler un plateau qui est vraiment très prestigieux. Donc je vais laisser les experts se présenter eux-mêmes. Ce sera beaucoup plus clair que moi qui parle. Alors, je vais laisser du coup dans l'ordre qui est affiché à l'écran. Amaury, je vous laisse vous présenter, présenter Amajad et vos actions et pourquoi pas un petit mot sur votre lecture du marché de la silver economy. Et les autres, du coup, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Amaury, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, Amaury de la Serre, moi j'ai un passé effectivement et toujours d'entrepreneur qui a démarré à cheval sur la fin de mes études. J'ai d'abord développé effectivement des entreprises dans le domaine des télécoms, entreprise que j'ai cédée en 2007 à un groupe coté. Et j'ai ensuite investi effectivement dans le service à la personne en créant la société Amélis, qui est une entreprise d'aide et de maintien à domicile que nous avons développée jusqu'à la fin 2012, début 2013. Entreprise qui a été cédée au groupe Sodexo en 2013 et que nous avons accompagné pour certains associés, quelques années, d'autres quelques mois. Et depuis, j'ai une activité de business angel, pas spécifiquement dans la silver economy, mais eu égard au fait que c'est quand même un de mes biais d'investissement et un de mes thèmes d'investissement militant. J'ai investi effectivement dans un certain nombre d'entreprises de la silver economy et j'ai moi-même participé à la création d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Prevencare et qui a pour objet de développer un nouveau métier sur le territoire français, un métier de care management à destination des aidants et particulièrement des salariés aidants. Et cette entreprise a bouclé cette année une première levée de fonds d'1 million d'euros en mars dernier pour lui permettre de développer ses activités. Voilà. Merci beaucoup, Amaury, pour cette première introduction. Je laisserai évidemment la parole ensuite à tous les investisseurs pour l'objet table ronde. Mais voilà, on fait un petit tour de table de présentation des intervenants. Éléonore, allez-y pour nous présenter du coup vos activités chez France Active. Oui, donc bonjour à tous. Donc je suis Éléonore Essomba, référente francilienne du fonds amorçage de France Active. France Active qui est un acteur pionnier de la finance solidaire qui a aujourd'hui plus de 30 ans d'existence. En moyenne, par an, nous accompagnons et finançons près de 8000 structures qui sont portées aussi bien par ce qu'on appelle des entrepreneurs classiques que des entrepreneurs sociaux qui vont avoir des marqueurs ESS forts, qui vont avoir des activités à impact. Et cela concerne donc également les acteurs de la silver economy. Et nous arrivons à le faire grâce à nos différents outils de financement que sont la garantie bancaire, la dette, mais également le fonds propre et quasi-fonds propres. Nos missions, nous les assurons grâce à nos 42 associations territoriales qui sont présentes sur tout le territoire national et également grâce à nos 3 sociétés financières que sont France Active Garantie, France Active Financement et France Active Investissement, qui est donc notre fonds d'investissement. Pour mieux répondre aux besoins des entrepreneurs sociaux, nous avons créé en janvier 2020 le fonds d'amorçage, qui est un programme gratuit destiné aux entrepreneurs sociaux qui sont en phase de pré-amorçage et d'amorçage, et dont l'objectif est d'accompagner et de financer la première levée de fonds. Dans les thématiques d'investissement, dans notre thèse d'investissement, on retrouve une thématique adressée sur le bien vivre, bien vieillir, et donc qui concerne les solutions développées dans le cadre de la silver economy. Merci, Léonore. Alors, je propose qu'on continue avec toi, Antoine, et on finira par Eric, comme ça je pourrais projeter sa présentation. Antoine, je te laisse te présenter. Du coup, tu représentes beaucoup d'organismes, Investir et Plus, Mutual Impact, mais aussi, pourquoi pas, parler de ta place de membre à Tech for Good France. Je te Ouais, laisse, Antoine, te présenter. avec beaucoup de chapeaux, c'est vrai. De casquettes. Donc, moi, je suis Antoine Michel. J'étais entrepreneur pendant longtemps dans les médias. J'ai monté un groupe de chaînes de télévision qui s'appelle Trace.
Et depuis 4 ans environ, un peu plus de 4 ans, je suis investisseur. Donc, au sein de Investir et Plus, qui est un fonds d'impact, un fonds d'entrepreneurs qui réunit des gens comme moi. Il y a environ 65 actionnaires et une équipe opérationnelle dont je fais partie. Et donc, depuis 2012, on a investi dans une petite trentaine de projets, de Yuka à Alphonse dans la Silver Economy, en passant par les alchimistes, Recyclive ou Murphy. Donc, donc, beaucoup de secteurs très, très divers. On a investi entre 250 000 euros et 800 000 euros en capital, et on peut monter sur les tours suivants jusqu'à 2 millions, 2 millions et demi. Et également, on anime avec un autre fonds qui s'appelle Xange un nouveau véhicule, un nouveau fonds qui s'appelle Mutuel Impact, qui est souscrit et financé donc par 44 mutuelles affiliées à la Mutualité française. Donc, ça va de Matmut à Aesio, à plusieurs mutuelles du groupe Vive, à Clésia, pas mal d'acteurs importants du secteur mutualiste. Et donc là, on a un fonds d'impact dans la santé, le médico-social, la dépendance au sens large. Donc il y a pas mal de projets du monde de la silver economy qui peuvent tout à fait rentrer dans notre thèse. Et là, c'est des tickets qui peuvent être un peu plus importants. On commence à 500 000 jusqu'à 4 ou 5 millions d'euros, avec pas mal de synergies possibles avec ces mutuelles. Et enfin, en effet, je suis au bureau du mouvement Impact France, l'ancien Move, qui a fusionné avec Tech for Good France. On était cofondateur de Tech for Good France. Et donc, on essaie d'avoir une action pour de plaidoyer auprès des acteurs publics et aussi d'enrichissement de partage d'expériences entre l'ensemble des acteurs de l'impact. Et je cède la parole à Eric, alors, je pense. Merci Antoine. Eric, je vais du coup partager votre présentation très rapidement et je vais vous laisser la parole de suite. Alors, voilà. Voilà, vous me dites quand Eric, quand vous voulez que je passe la slide. Alors voilà, je vais commencer par me présenter en 2 mots. Donc moi, j'ai une expérience, Eric Garnier, j'ai une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la santé, plutôt dans le medtech, et essentiellement au sein de 2 entreprises multinationales américaines, Bristol Myers Squibb et puis le groupe Danaher ensuite. J'ai travaillé, je suis un financier de formation, mais j'ai évolué vers des fonctions de direction générale que j'ai occupées en France, au niveau européen, en Asie pendant 7 ans et aux États-Unis. Je suis aujourd'hui donc effectivement membre d'Angel Santé et membre du bureau du administrateur de l'association, et je vais effectivement vous exposer en quelques mots ce qu'est Angel Santé. Donc, dites-vous, on peut peut-être passer la page d'après. Voilà, donc j'espère que vous pouvez lire, mais je vais surtout vous résumer cette première page. Donc, Angel Santé, c'est un réseau de business angels qui existe depuis 2008, et on parlera un peu plus tard de ce que sont les business angels, mais c'est le premier réseau, alors pas le plus gros réseau de business angels d'Europe, mais c'est certainement le plus important des réseaux dédiés à la santé. Quand on parle de santé humaine et animale, on parle de biotech, on parle de medtech, on parle de santé digitale, mais on parle aussi, bien sûr, de silver economy. Donc ensuite, si on passe sur la slide suivante, je vais vous donner quelques chiffres. Nous sommes aujourd'hui, alors ça évolue tout le temps, je pense qu'on est plus près de 140 personnes aujourd'hui, membres d'Angel Santé, qui sont tous originaires de l'industrie pharmaceutique ou des médecins, des chirurgiens, enfin, donc des gens qui ont évolué dans cet univers avec des compétences variées dans leur carrière. Depuis 2008, nous avons investi plus de 10 millions d'euros, mais c'est un montant qui augmente puisqu'on est aujourd'hui autour de 1,5 million par an. Et nous avons aujourd'hui au total investi dans 55 entreprises. Nous recevons à peu près 150 dossiers par an. Et comme vous pouvez le voir, enfin, environ 50 sont présentés dans nos séances plénières
ce qu'on appelle pitch and chat, et nous investissons en fait environ dans une quinzaine de dossiers par an. Notre mission, elle est bien sûr d'investir et d'aider les entreprises financièrement, mais aussi, de par les compétences des membres du réseau, d'apporter de l'expertise pour aider les startups à se développer. Et je suis sûr que nous reviendrons là-dessus dans la discussion. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Alors, on va, sans plus attendre, je vais passer à un petit format de... Oui, Eric, allez-y. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok, parfait. Sans plus attendre, passer à un petit format de conférence, plénière. Donc là, je vais vous exposer du coup quelques informations sur nous, la vision qu'on a chez Silver Valley de la dynamique d'investissement en Silver Economy. Alors, voilà, on a fait, vous le savez tous et toutes, un panorama des startups les plus prometteuses et à plus fort potentiel, évidemment en 2021, et on espère qu'il y en aura des nouvelles en 2022, mais ça, j'en doute pas. Un panorama des startups à plus fort potentiel dans lequel il faudrait investir. Donc, ces entreprises-là ont levé 75 millions en tout dans les entreprises recensées dans notre top 50. En fait, historiquement, pour la plupart de ces levées de fonds et globalement pour la silver economy, c'est un marché qui est historiquement tourné vers la santé et le médico-social. Alors c'est très bien, hein, il y a des belles opportunités d'investissement, il y a des très très belles réussites dans ce segment de marché-là. Donc on a vu du coup Oxivia qui avait bien réussi, on a vu Apital qui est rentré au French Tech 120. Il y a eu des très belles réussites de marché, en tout cas des entreprises pérennes et qui répondaient à des besoins dans ce segment-là. Aujourd'hui, on a la chance de voir, et ça, du coup, c'est grâce à vous, entrepreneurs et entrepreneuses, on voit émerger, du coup, des nouveaux business models, des nouvelles entreprises qui sont robustes, pérennes et qui ont vraiment du potentiel sur deux nouveaux segments de marché de Silver Economy. Donc là, c'est ce que nous, on appelle la Silver Economy d'opportunité et d'intérêt général. Donc là, un Silver Economy d'opportunité, c'est vraiment des produits grand public qui sont faits pour tout le monde, mais enfin pensés pour les personnes âgées, les seniors, mais faits pour tout le monde. Donc là, on a des très beaux exemples qui commencent à émerger. On a Bob le lave-vaisselle, on a Entoureo. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont là aujourd'hui, mais ils se reconnaîtront en tout cas dans ce segment de marché où il y a du coup, on parle même plus de signal faible, mais vraiment des entreprises robustes, pérennes, avec des entrepreneurs expérimentés à leur tête qui se développent. Et ensuite, voilà, cette silver economy d'intérêt général, où là, on a des produits dédiés au vieillissement. Et c'est également un segment de marché qui se développe. On n'a pas dans ce segment de marché silver economy d'intérêt général. Ce n'est pas le marché de la dépendance ou de la santé, mais de produits dédiés. Et là, c'est des marchés qui se développent actuellement avec des opportunités court terme d'investissement. Donc là, vous, entrepreneurs, vous reconnaissez certainement dans ces deux segments de marché-là, où il y aura, je pense, davantage et davantage d'opportunités dans les prochaines années et du coup des investissements potentiels. Alors, du coup, je vais être succinct sur la levée de fonds. Et comme nous, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, on a la chance d'être au quotidien au contact de vous. On se rend compte que vous avez beaucoup de questions sur vos levées de fonds. Alors, vous ne savez pas, tout le monde ne sait pas, et évidemment, c'est une question qui est à se poser. Quel montant on choisit? Quel test d'investissement quand on choisit un investisseur? À quel moment est opportun pour faire une levée de fonds? C'est-à-dire que est-ce qu'on attend un peu plus pour avoir un peu plus de valorisation, on attend un peu plus pour avoir des meilleurs KPI, un meilleur churn? Je ne sais pas. Quelle participation majoritaire ou minoritaire de la part d'un fonds d'investissement ou d'un institutionnel? Est-ce qu'on veut faire de l'investissement dilutif ou non dilutif? Est-ce qu'on va avoir des investisseurs qui sont régionaux, au contraire nationaux, voire européens? Les cycles d'investissement, les accompagnements mis en place une fois que le closing est fait, quel investisseur, des institutionnels, des business angels, voilà, c'est des questions auxquelles on va vouloir répondre, enfin essayer de répondre aujourd'hui avec les experts qui sont autour de la table. Voilà, on parlera évidemment de seed, pré-seed, série A, série B. Quels sont les attendus de la part des investisseurs sur ces différents
segments, on va dire, ces différents niveaux d'investissement et typologies d'investissement. Voilà, on va très rapidement comment les principales étapes de la levée de fonds. Évidemment, on établit sa stratégie en premier. Ça paraît trivial, mais c'est très important. C'est-à-dire que on fait un bon business model. Enfin, on travaille bien son business model. On fait un bon prévisionnel. On évalue bien sa valorisation. On en reparlera. Un deck qui correspond aux attendus des investisseurs. Évidemment, là, ça change si on est en seed ou en pré-seed. Les KPI, les attendus ne seront pas du tout les mêmes entre le seed et la série B. Ça, c'est paraît évident, mais c'est des problématiques qu'on voit et que nous, on rencontre avec vous, entrepreneurs au quotidien, et qu'on se pose ensemble, les problématiques, enfin, les questions qu'on se pose ensemble. Identifier des investisseurs. Tous les investisseurs ne correspondra pas à la stratégie que vous avez mis au point pour développer votre projet. Je dis ça parce que nous, on voit au quotidien des entrepreneurs qui, parfois, peuvent perdre du temps à rencontrer des investisseurs qui sont pas, on va dire, pertinents pour eux. Donc là, c'est ça, c'est identifier des investisseurs. Et là, du coup, je vous inviterai à reprendre la matrice que je viens de montrer juste avant avec quelques questions à se poser. Vous verrez que identifier les investisseurs, ça se passe entre… Évidemment, la liste que j'ai montrée avant n'était pas exhaustive, mais ça passe par se poser toutes ces questions-là, en fait. Prendre contact avec les investisseurs, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour convaincre. Comme Monsieur Garnier l'a rappelé, les fonds d'investissement, les investisseurs, les business angels reçoivent énormément de decks. Donc, il faut être marquant dès le début et il faut savoir convaincre d'une certaine façon, mais eux, ils en parleront bien mieux que moi juste après. Vous pouvez, pourquoi pas, signer des accords de confidentialité avec eux pour justement, comme son indique, que les informations transmises sur vos données financières restent confidentielles. Ensuite, vous allez pouvoir recevoir des lettres d'intention de la part des fonds d'investissement et de vos investisseurs potentiels. Donc là, avec des propositions de montage financier, de valorisation, les demandes et les attentes qu'ont eux, les investisseurs. Donc, par exemple, une due diligence, de la gouvernance, une place au board, des ajustements sur le plan de financement. Voilà, ou une demande d'exhaustivité sur le tour de table. Voilà, et là, on rentre dans une partie un peu de négociation. Évidemment, la due diligence, et là, on en parlera juste après, parce que nous, si on peut vous apporter des outils, du coup, aussi bien pour les investisseurs que pour vous, startup, pour un peu crédibiliser votre entreprise, vous apporter des preuves de robustesse. Vous le connaissez, notre scale-up là, mais on en reparlera un tout petit peu, comment ça peut servir votre série A comme outil de conviction. Voilà, on en reparlera juste après. Donc là, c'est la due diligence et on passe au crible de A à Z. Votre entreprise, votre projet, votre marché, votre time to market, votre potentiel, votre équipe aussi, parce que les entrepreneurs ne savent pas, enfin voilà, imaginent pas, mais l'équipe et la complémentarité des profils entre les dirigeants est capitale. Et je pense que M. Garnier pourra revenir dessus, parce que au niveau des business angels, enfin, voilà, c'est peut-être, sans me tromper, je m'avance pas trop, mais le critère numéro un quand des investisseurs en business, des investisseurs comme les business angels, voilà, on va se poser des questions également juridiques dans la due diligence. Et enfin, bien sûr, la rédaction du pacte d'associés et le closing, où là, bah, évidemment, ça va être la négociation sur la gouvernance, ça va être les droits et les obligations des associés, la composition du board, et ensuite voilà, le closing avec un nouveau cabis et le déblocage des fonds. Évidemment, là c'était très trivial, mais ça permettait de nous mettre nous rappeler les basiques de la levée de fonds. La grille de lecture des investisseurs maintenant, et là vous allez voir comment on va pouvoir positionner le Scale-up Lab entre la proof of concept et le scaling. Qu'est-ce qu'attendent les investisseurs dans les différents tours de table, niveau d'investissement, donc le seed. Voilà, comme je le disais, c'est essentiellement basé sur l'équipe, la complémentarité entre les profils. Un profil financier, un profil technique, un profil plutôt CEO, top management, avec des tickets qui varient entre, on va dire, 500 et 700 000 euros. La série A basée sur la traction. Donc là, vous allez commencer à sortir évidemment des KPI. Votre business model est davantage établi. Les KPI, voilà, on y reviendra avec les différents intervenants, mais c'est
par exemple, votre churn, votre rétention. Voilà, il y a des KPI que eux regardent et on en reparlera sur la preuve que votre modèle marche et qu'il y a un potentiel de déploiement. Ensuite, le déploiement, donc la série B est basée sur la rentabilité de votre modèle. Ça y est, votre modèle est déployé, il est rentable. Maintenant, on veut continuer à se développer et pourquoi pas faire une série C et s'internationaliser, racheter d'autres entreprises, voire diversifier ses produits et ses services. Comment le Scale-up Lab intervient donc dans cette phase entre le proof of concept et la série A? Tout simplement en apportant une vision un peu complémentaire. On ne met pas seulement des financiers autour de la table lorsqu'on veut faire cette série A, et c'est pour ça que je dis que c'est complémentaire à la due diligence, c'est qu'on met tout le monde autour de la table. L'entrepreneur, nous, on a une grille d'évaluation sur le 28 critères, mais la force de Scale Up Lab, c'est qu'on met tout le monde autour de la table. Là, je suis désolé, je suis chez moi, il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. On met tout le monde autour de la table et on met des usagers, des financiers, des experts de la distribution dans votre domaine. On met des experts de la silver economy. Et le but, c'est d'évaluer sur absolument tous les critères votre capacité de déployer votre solution. Et évidemment, on met à l'épreuve les porteurs de projets. Donc là, on les met dans des situations, on va dire, critiques via des stress tests. On les met dans des situations critiques pour leur entreprise via des stress tests qu'on a mis au point pour justement voir si les entrepreneurs ont des capacités de résilience pour leur entreprise et ils sont les bons entrepreneurs pour la bonne entreprise. Et là, c'est un outil véritable de conviction. Et là, on pourra en reparler avec vous, entrepreneurs, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Si ça peut vous aider à vous déployer, évidemment, nous, on serait heureux de pouvoir construire ça avec vous parce que cette méthode-là, elle existe, elle est opérationnelle. Donc, le but final, c'est évidemment d'avoir des innovations qui soient utiles et viables avec des entreprises capables de les porter. Il y a une différence entre justement une entreprise qui répond à un besoin, qui a un modèle pérenne, qui a tout pour se développer et la réussite du déploiement, du scaling. Et c'est ça qu'on apporte en complément de la due diligence et des outils financiers que peuvent avoir les investisseurs. Voilà ce que je voulais dire et cette première introduction. Alors, du coup, commençons avec les questions à nos experts. On va faire en tout 3 tours de table. J'arrête de partager mon écran, comme ça vous verrez les experts bien en grand. Alors, je propose du coup de commencer avec vous, Amaury. Première question, c'est on voit qu'il y a des fonds généralistes et des fonds spécialisés. Comment on fait pour choisir? C'est quoi le bon choix quand on veut lever des fonds entre un fonds spécialisé et un fonds généraliste? Voilà, on voit votre expérience auprès de Prevencare et vous, Amajad, qui est peut-être un peu plus axé, spécialisé. Un fonds hardware, un fonds software, un fonds impact. Vous, quelle est votre vision là-dessus? Je crois que c'est effectivement. Alors, mon micro est ouvert, pardon, excusez-moi. Oui, c'est bon. Je crois qu'effectivement, c'est un préalable qui est assez nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement pouvoir identifier les différents fonds qui répondent à vos critères d'investissement, c'est-à-dire en termes de timing. Est-ce qu'effectivement, c'est des fonds de seed, de série A, de série B, de série C? Ça, c'est la première chose. Et la seconde, évidemment, s'intéresser très fortement aux convictions et aux thématiques déployées par ces fonds. Donc, il est évident que sur la Silver Eco, les fonds à impact sont des fonds, je dirais, quand même un peu prioritaires, eu égard au fait qu'ils ont déjà identifié des thématiques d'investissement très importantes. Ils sont sensibilisés effectivement à la dimension impact, qui n'est pas toujours le cas effectivement dans tous les fonds. Et donc, c'est intéressant effectivement d'aller tout bêtement sur les sites des fonds idoines ou rencontrer effectivement les managers de ces fonds pour essayer de mieux comprendre leurs thématiques d'investissement. Je prends un exemple très simple qui a trait souvent sur notamment les dossiers de Silver Economy. Vous allez avoir des fonds qui vont avoir une approche extrêmement digitale. D'autres qui vont plutôt avoir une certaine forme d'ouverture sur ce que l'on pourrait appeler l'innovation sociale.
Bon, donc il faut pouvoir effectivement être conscient de ça parce que si vous ne rentrez pas dans les thématiques d'investissement des fonds que vous avez identifiés, eh bien, vous allez perdre effectivement beaucoup de temps. Donc, selon la thématique que vous portez, il faut pouvoir retenir, je dirais, une shortlist de fonds qui ont investi dans des dossiers similaires ou sur des thématiques similaires, qui connaissent bien les sujets, qui sont en capacité de vous apporter de la smart money, des réseaux, des conseils, des effets d'expérience, etc., etc. Après, il n'y a pas que les fonds impact. C'est-à-dire que les thématiques qui sont liées à la silver economy émergent, et l'e-santé ou l'e-prévention émergent dans beaucoup de fonds d'investissement. Donc, il faut, parce que vous êtes une entreprise à impact, il ne faut pas forcément se limiter effectivement à des fonds impact, qui sont évidemment des interlocuteurs naturels, mais pas seulement. Donc, c'est intéressant, effectivement, encore une fois, de faire le tour des thématiques développées par les fonds divers et variés, qui soient à impact ou pas. Merci Amaury pour d'avoir lancé cette table ronde. Alors, Éléonore, je vous donne du coup à vous la parole maintenant. Quelles sont les forces des fonds régionaux comme France Active? Alors, on sait que France Active a un maillage territorial très fin et du coup, voilà, c'est ça peut-être l'ancrage dans l'écosystème, la connaissance d'un réseau local. Voilà, pouvez-vous nous expliquer ces forces-là? Oui, avant de développer effectivement sur ce qu'il peut y avoir comme avantage ou plus avoir un fonds avec un ancrage local, je voulais juste très rapidement compléter la réponse qui était déjà très très complète d'Amaury sur les fonds à impact. Il me semble nécessaire également pour les entrepreneurs qui souhaitent les solliciter de préparer ce qu'on appelle en général une note d'impact. On a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se concentrer sur les chiffres, enfin en tout cas le chiffre d'affaires et la formation du chiffre d'affaires, et pas forcément sur la formalisation des indicateurs d'impact qu'ils souhaitent, de l'impact qu'ils souhaitent réaliser. Or, c'est des éléments qui vont également être pris en compte, peut-être beaucoup plus que par rapport à un fonds classique. Voilà, je voulais juste le préciser. En ce qui concerne le fait d'avoir un réseau ou un fonds qui peut avoir plusieurs implantations, des ancrages locaux, ça peut être un vrai avantage puisque si je prends le cas de France Active, grâce à nos différentes implantations, nous allons avoir une connaissance fine des territoires, de l'écosystème local. Nous connaissons et travaillons déjà avec la plupart des collectivités sur place ou des structures de financement. En somme, nous sommes déjà en lien avec quelques partenaires dont nos entrepreneurs pourraient avoir besoin. Si je prends le cas plus spécifique du fonds amorçage, par exemple, il nous est arrivé de suggérer à nos entrepreneurs des partenariats qui, à notre humble avis, étaient pertinents. Ah, merci de désactiver vos micros pour les personnes qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Désolé, Léonore, Pas de souci, pas de souci. je vous laisse continuer. Donc, j'indiquais qu'il nous est arrivé dans le cadre du fonds amorçage de suggérer des partenariats à certains de nos entrepreneurs dans le cadre de leur essaimage dans d'autres régions du territoire. Et ça, c'est rendu facile, enfin, puisque voilà, moi, en tant que référente francilienne, je peux contacter nos collègues en région PACA, Occitanie, Bretagne, pour un peu sonder le territoire, l'écosystème, et éventuellement faire le relais des retours, donner des conseils à nos entrepreneurs. Le fait également de financer un certain nombre de structures par an permet aussi de faire jouer les synergies entre ces différentes structures. Ça nous est également arrivé voilà, d'identifier qu'on avait 2 ou 3 structures dont les activités étaient complémentaires et qui pourraient servir de soutien là aussi, soit dans le cadre du développement ou de l'essaimage des entrepreneurs qu'on accompagnait dans le cadre du fonds amorçage. On a une base de structures qu'on a financées à travers les années qui aujourd'hui peuvent jouer le rôle de réseau, de potentiels partenaires, clients ou fournisseurs et que l'on peut mettre à disposition. Donc, pour résumer très rapidement,
de pouvoir s'adresser à un financeur institutionnel qui peut avoir voilà, plusieurs implantations. Ça permet encore une fois d'avoir cette connaissance de l'écosystème local, d'avoir des conseils qui peuvent aider à appuyer la stratégie que l'on va déployer dans le cadre de son développement ou son essaimage. Merci Léonore. Alors du coup, je fais une passerelle avec vous, Eric. C'est vrai que les business angels, ils ont parfois un ancrage qui peut être local et un réseau très fort d'expertise métier, on va dire, et de connaissance d'un écosystème. Du coup, c'est quoi, et la passerelle n'est pas forcément évidente, mais du coup, c'est quoi le bon moment? C'est à quelle phase du développement on peut faire appel à un business angel et surtout, comment on fait appel à eux? Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut avoir un certain CA, une certaine valorisation, un POC, un proto, je ne sais pas. Je vous laisse la parole. Alors, plusieurs choses dans la Mm. question. Bon, Ouais. il y a, comme je le disais tout à l'heure, en général, les réseaux sont généralistes, c'est-à-dire que il y a beaucoup de réseaux, alors des réseaux soit parisiens, soit des réseaux en province. Les réseaux de Business Angel investissent dans toutes les startups de quelque nature que ce soit. Angel Santé a cette spécificité, qui a un réseau en Rhône-Alpes qui s'appelle ARA, et nous sommes des réseaux spécialisés santé au sens large. Voilà, donc si vous avez un dossier santé, c'est plutôt, et Silver Economy, j'assimile à la santé, c'est plutôt vers nous qu'il faut se diriger. Voilà, c'est la première chose. Deuxièmement, bon, nous, on investit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on souhaite participer à la vie de l'entreprise, on souhaite bien sûr investir, avec il y a une notion de retour sur investissement, bien sûr, mais on souhaite participer à la vie de l'entreprise. Pour participer, il est bien évident que comme on va investir en général des montants en totalité de 2 à 300 000 euros, il faut que ça se fasse dans des phases où les valorisations soient pas trop élevées. Donc on est dans le seed et on est dans des degrés de valorisation. Alors après, c'est des fourchettes, mais ça peut varier, je dirais, de 2 à 4 millions d'euros de valorisation pré-monnaie. La notion de CA, ça dépend du profil de l'entreprise, parce que vous allez avoir des biotech sur lesquelles le chiffre d'affaires, bon, alors, je suppose que même dans la Silver Economy, il peut y avoir des biotech, bien évidemment, il ne va pas y avoir de chiffre d'affaires tout de suite. Si on est dans des dispositifs médicaux, dans de la medtech, ça peut venir plus rapidement. Si on est dans du digital, ça viendra plus vite. Donc la notion de chiffre d'affaires, elle dépend un peu du profil des startups. Même chose sur la notion de développement de prototypes. Donc, une preuve of concept dans une biotech, on est plus dans la notion d'études précliniques sur l'animal, etc. Dans la medtech, on peut commencer à avoir des ébauches de prototypes. Dans le digital, il faut déjà avoir une application qui fonctionne, qui tourne, même si elle n'est pas totalement débuggée. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur… Alors, comment fait-on appel? Bon, ben, il y a des plateformes. Nous, par exemple, on a une plateforme qui s'appelle Gust, qui est en fait utilisée par pas mal de réseaux, et donc qui permet de mettre son pitch deck en ligne, de rajouter un certain nombre d'informations sur l'entreprise. Voilà comment nous contacter. Pas mal de réseaux utilisent Gust. Et autre chose, enfin, nous on investit souvent en syndication, c'est-à-dire qu'on va, en général, si les dossiers sont intéressants, faire appel à d'autres réseaux qui sont plus généralistes. Alors, je pense sur Paris à Badge, qui est le réseau des grandes écoles, à Femmes Business Angel, à Paris Business Angel, à les réseaux d'arts et métiers, INSEAD, ou bien parfois à des réseaux de province. Je vais parler de Hara en région lyonnaise. Et on va essayer de syndiquer pour que le montant de 300 000 dont je parlais passe à 500, voire 1 million. Il arrive d'ailleurs que nous intervenions avec des fonds, voire des family office. Merci beaucoup, Eric. Je suis désolé, j'ai fermé mon micro parce que, alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a évidemment des travaux chez moi à ce moment-là, dans l'immeuble d'à côté. Mais sincèrement, on les entend pas, hein, Titouan. Ah, bon, ça va, bon, c'est tant mieux. Allez-y, enfin, vas-y, Antoine, si tu veux, pour la dernière question. Alors, ma question, elle est simple. C'est, est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de faire entrer plusieurs investisseurs dans un tour de table? Du coup, là, on a vu que les business angels étaient présents. On peut faire rentrer des institutionnels. Comment on gère un peu ce mix au niveau de la gouvernance également? Ouais, bah, c'est vrai que déjà, il faut bien faire le point sur ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, en plus de l'argent. Euh,
est-ce que vous avez des besoins déjà en plus de l'argent? Est-ce que ça va être, si vous avez un développement plutôt sur votre région et que vous avez besoin de soutien du tissu économique local ou associatif local, bah, en effet, c'est bien d'avoir des actionnaires vraiment régionaux ou locaux. Si vous avez besoin d'aide, de soutien stratégique, opérationnel, vous pensez que vous êtes un peu limite sur certains sujets, vous aurez besoin d'aide pour recruter ou sur des sujets métiers. Donc là, vous pouvez aller chercher soit des business angels spécialisés qui vont vraiment vous apporter un vrai support, soit des fonds vraiment thématiques qui sont très forts pour, je sais pas, dans le digital, pour scaler ou sur l'internationalisation. Ça arrive sans doute un petit peu après, mais donc il y a quand même des fonds qui ont des vraies expertises, soit thématiques, soit métiers, soit de business model. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est d'anticiper les prochains tours. Euh, Parce que si vous prenez que des investisseurs, quelle que soit leur nature, qui sont déjà un peu au taquet de leur capacité d'investissement chez vous, et ben sur les tours d'après, si vous pensez que vous avez besoin de lever ultérieurement, eh ben vous partez quasiment de zéro parce que vos actionnaires vont pas pouvoir remettre, en tout cas pas de manière significative. Et alors que si vous avez déjà des gens qui sont capables de vous suivre sur plusieurs tours, il y a une bonne partie du travail qui est fait. Et si vous avez déjà donc un lead ou un co-lead ou quelqu'un qui se réengage de manière assez importante sur les prochains tours et qui peut même lui-même avoir pour fédérer des futurs investisseurs, parce qu'eux-mêmes ont souvent leur propre réseau, d'autres fonds, ça peut être aussi un gros avantage. Donc, alors, une fois que vous avez fait, si vous avez le choix, après, vous n'aurez pas forcément toujours le choix. Mais en tout cas, faire votre wish list. Et si une fois que vous avez composé votre tour de table, en effet, il faut essayer d'organiser tout ça pour faire en sorte que ce soit pas trop le bordel et que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc la composition du board est quand même assez importante. Euh, on voit souvent des entrepreneurs qui veulent vraiment limiter à très 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 peu de personnes le board, genre 3 personnes ou 4 personnes. Moi, je pense que c'est pas forcément bien, mais c'est vrai qu'on dit souvent 5, 7 personnes, c'est un bon nombre. Après 15, ça va être, c'est plus difficile à faire vivre, mais voilà, 5 à 7, c'est pas mal. Il y aura aussi les règles de décision, notamment sur les décisions stratégiques. Si vous faites rentrer un fonds professionnel, ils vont sans doute avoir envie d'avoir une décision, d'avoir un droit de veto, ou en tout cas de codécision forte sur ces décisions stratégiques. Donc bon, après, mais là, ça va être de la discussion, on pourra rentrer plus dans les détails après si vous voulez, quoi. Merci Antoine. Bah écoute, je vais te reposer une question directement dans la foulée parce que ça fait sens. Et du coup, là on parlait un peu de relations entre le VC et l'entrepreneur. C'est quoi un peu les clés d'une relation saine justement entre ces deux parties prenantes? Enfin là, je sais que vous avez l'expérience réussie des opticiens mobiles avec 2 tours de table. C'était quelques clés de la réussite de ce double tour de table. Alors, déjà, c'est quand même une relation assez intuitu-personnée, hein, vraiment très, très, assez personnelle entre les fondateurs et les investisseurs. En général, si vous choisissez mutuellement, c'est presque des fiançailles ou au moins une coloc, quoi, une colocation. Donc, il faut que vous entendiez bien. Il faut que il faut que les choses soient hyper claires dès le début sur les objectifs. Donc pour ça, c'est aussi très important que vous fassiez aussi votre due diligence sur le fond. Alors sur le fond et sur l'équipe de gestion qui va vous suivre. Comment ils se comportent, quels sont leurs vrais objectifs, notamment les objectifs de TRI, de retour sur investissement, à quelle échéance ils veulent sortir, est-ce qu'ils sont très interventionnistes, est-ce qu'ils aident ou pas, enfin. Donc, faites votre due deal en discutant avec des participations de ces fonds.
une fois que vous êtes vous avez un petit peu avancé hein, dans les négos. Mais donc, de la même manière que les fonds vous font leur due deal sur vous, hein, donc de cette manière, c'est vraiment un choix, ça doit être un choix réciproque. Mais déjà, il faut des bases saines, que vous entendiez bien, que vous ayez une vision claire et partagée du développement de l'entreprise, que vous soyez bien aligné, que, OK, bah, vous savez que dans 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien, ils doivent sortir, qu'ils vont chercher à faire au moins x2, x5, x10, je ne sais pas quoi. Donc, voilà, il faut que les choses soient, il faut que vous en soyez conscient. Et puis ensuite, c'est des relations. Le pacte, parce que le pacte d'actionnaires, on ne regarde pas. Hein. Si on regarde, c'est qu'il y a des problèmes. Hein. Et on vote, il faut savoir aussi qu'on vote quasiment jamais hein, dans les boards. Donc, ça se fait, normalement, ça se fait de manière assez fluide, justement parce qu'il doit y avoir cette confiance réciproque et ce partage de vision de développement. Après, c'est juste des partenaires qui ont une vision un peu plus de recul et qui doivent pouvoir vous aider dans la gestion de votre boîte, mais on reste minoritaire. Hein. Donc, ça reste votre entreprise, même si on a des droits souvent assez importants, mais qu'on exerce finalement de manière assez naturelle, enfin, dans la discussion, quoi. Et en général, ça se passe plutôt sous forme de consensus. Donc, il faut surtout choisir des gens voilà, sympas avec lesquels vous entendez et que vous sentez bien, quoi, quand même. Merci Antoine. Bah, du coup, ça fait une très bonne transition avec la question que j'ai pour vous, Eric. C'est quoi, du coup, ce qu'attend un business angel particulièrement? C'est quoi, quelque part, sa stratégie? Du coup, c'est attendu de la part de la startup, votre cycle d'investissement en tant que business angel, vos intérêts au-delà du TRI et bien sûr le TRI derrière, votre place au board, c'est quoi la stratégie d'un business angel? Oui, alors c'est bien, ça me permet de rebondir sur un certain nombre de commentaires Tout à qu'a fait fait. Antoine très justement. Juste pour en prendre, bon, donc les business angels, alors déjà dans les investissements, je parlais d'environ 200 à 300 000, il faut voir que en général, les investisseurs, les business angels investissent à titre individuel des tickets, disons, moyens de 20, 30 000 euros, 10 000 parfois, ce qui veut dire, in fine, que vous vous retrouvez, si vous avez business angel, et c'est pas, moi je ne vois pas de façon négative, mais il faut bien en prendre conscience, avec 10 voire 15 lignes sur la table de capitalisation d'investisseurs individuels. Alors il y a des travaux aujourd'hui pour essayer de trouver des structures ad hoc pour héberger les business angels et faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule ligne dans les tables de capi, mais ce n'est pas aujourd'hui forcément le cas, et beaucoup de business angels investissent à titre individuel et souhaitent garder comment dirais-je, une certaine autonomie. Deuxièmement, par rapport à ce que disait Antoine, l'objectif n'est pas d'investir sur un tour seulement, c'est-à-dire qu'on préfère, nous, investir moins, mais être capable de suivre au cours des tours suivants, c'est-à-dire quand on se rapproche de la série A, il peut y avoir des phases de bridge entre le seed et la série A, voire en série A, voire au-delà, et on a des cas où c'est le cas. Alors évidemment, la part de capital qu'on va avoir va s'amenuiser au fil du temps, mais on veut pouvoir garder un certain lien avec la startup. Et ça me ramène à la question, c'est-à-dire que la stratégie, c'est pas un investissement à 2 ans, hein, bien évidemment. L'objectif, c'est d'accompagner les startups dans la durée. Ça peut être 6 à 8 ans. Et après, on va faire peut-être un panachage dans les investissements entre des startups à cycle plus court comme le digital et à cycle plus long comme la biotech. Voilà. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir faire partie de ce que disait Antoine, des boards. Nous, dans 88% des cas, nous sommes au comité stratégique. Alors, pourquoi on dit comité stratégique? Parce que bien souvent, les startups sont des SAS sur le plan juridique, donc il n'y a pas de conseil d'administration et on crée un comité stratégique qui n'a pas vocation à être un organe de décision, mais qui va quand même avoir droit de veto sur certaines obligations, par exemple certains gros recrutements, certaines opérations capitalistiques. Et donc,
Ce comité stratégique va être défini va être défini par un accord par un pacte d'actionnaires qui lui va un peu définir quelles sont les règles de fonctionnement de ce comité stratégique. Donc nous, on souhaite en faire partie, au moins pour un certain temps. Il est sûr que quand les fonds arrivent, à un moment donné, ils n'aiment pas trop voir 30 petits actionnaires qui veulent voter dans tous les sens. Donc il y a parfois des discussions un petit peu difficiles à ce stade-là, mais bon, on essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc voilà un petit peu l'idée. On souhaite rester investi dans la durée et accompagner la start-up avec des conseils qui puissent l'aider dans le développement. Merci beaucoup, Eric. Justement, on va rester un peu dans cette veine des attendus, des attendus des investisseurs. Je vais me tourner vers vous, Amaury, pour vous demander du coup, c'est quoi un peu les bons KPI à mettre dans un deck pour une série A? On sait que c'est un peu basé sur l'attraction, mais comment on démontre ça? Comment on démontre, comment on prouve que notre startup elle est robuste en série A et qu'elle a de l'attraction? D'abord, en tant qu'investisseur, que ce soit en seed, alors c'est particulièrement vrai en seed, en série A, les KPI, effectivement, peuvent être un peu plus travaillés. Mais à titre d'introduction, moi, je voudrais quand même dire que la première chose, effectivement, que l'entrepreneur doit faire, c'est se confronter au marché. Je vois trop, moi, de primo-entrepreneurs qui ont des idées absolument géniales, qui ont effectivement des produits ou des services qui peuvent être tout à fait intéressants, mais qui sont obnubilés par faire le produit le plus cool ou le plus tech possible ou le plus incroyable possible, sans se confronter suffisamment au marché. Or, là, de mon point de vue, la stratégie, c'est quand même d'avoir un MVP rapidement et de le confronter le plus rapidement au marché pour comprendre quelles vont être vos métriques essentielles, quels vont être vos KPI essentiels. Alors, ça peut être selon effectivement votre domaine d'activité, selon votre business model. Ça peut être effectivement des métriques d'acquisition, de traction, d'intérêt. Ça peut être des métriques qui sont liées au churn, auto-conversion, à votre panier moyen, l'évolution de votre panier moyen, etc. Il n'y a pas de KPIs, je dirais. Les KPIs ont pour vocation à ce stade, je dirais, à démontrer l'appétence du marché et l'appétence du marché pour votre solution. Mais vous pouvez faire autant de KPIs que vous voulez. Si effectivement vous ne vous confrontez pas concrètement au marché, ce qui est un vrai souci dans la silver economy, c'est-à-dire l'accès au marché, vous ne saurez pas quels sont les KPIs essentiels qu'il faut pouvoir surveiller. Donc moi, je suis plutôt, en tout cas pour des primo-entrepreneurs et pour des sociétés qui se lancent, une recommandation qui est véritablement de se confronter à son marché, à ses problématiques, à ses difficultés, etc., pour pouvoir faire émerger les bons métriques à présenter effectivement aux investisseurs en démontrant effectivement l'appétence pour la solution ou pour le service. Merci Amaury. Du coup, avant de laisser la parole à Éléonore pour une question supplémentaire, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, Amaury, vu que c'est très intéressant, se confronter à sa solution marché. Vous, entrepreneur du coup de Silver Valley, vous avez la possibilité de faire ces premiers tests marché pendant des concept crash, des open labs. C'est à ça que ça sert, pour ça qu'on le met, nous, à votre disposition, notre communauté de seniors, c'est que vous puissiez tester sans risque votre offre, l'appétence à votre offre. Donc évidemment, c'est pas que vous n'allez pas avoir véritablement de retour comme si vous aviez des milliers de clients, mais là, c'est un retour ultra qualitatif sur vos produits, sur vos projets, sur vos services. Et du coup, ça vous permet de vraiment limiter les risques, avoir un premier retour sur vos idées et vos concepts. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous en profitiez du coup de cette communauté et ces concepts crash que je mets à votre disposition. Encore là, c'est Amaury qui vient de démontrer l'intérêt du coup de tester au plus près des usagers son truc, son truc, pardon, son projet, son concept, ses idées, pour d'une part être sûr que ça marche auprès des usagers, mais c'est aussi un levier de conviction important auprès des investisseurs.
Voilà. Écoutez, Éléonore, je vous propose du coup de... Là, on a parlé beaucoup d'ouverture de capital, du coup de financement dilutif. Est-ce que du coup, vous voyez des moments, des situations, des profils d'entreprise, des profils d'entreprise où c'est intéressant d'opter pour d'autres solutions de financement autres que ouvrir son capital et diluer. Je parle pour des options de financement qui sont autres que, on va dire, la love money ou le crowdfunding vraiment en précis. Est-ce qu'il existe voilà, des solutions, d'autres solutions? Euh, En réalité, la réponse à cette question dépendra de la nature des besoins financiers. Il y a des structures en France qui arrivent à se développer sans forcément lever des fonds propres tous les ans. Donc, c'est de l'ordre du possible. Ce qui compte pour financer les différents stades de vie de son entreprise, création, amorçage, série A, B, C, c'est de déterminer ce qu'il y a à financer. Est-ce qu'on parle d'investissement corporel, incorporel, de trésorerie? Est-ce qu'on a besoin de marge de manœuvre pour passer un cap? En fonction du besoin, assez naturellement, on va déterminer le partenaire financeur adéquat. On sait tous que, par exemple, les partenaires bancaires vont plus facilement se positionner sur les besoins corporels qu'ils ne pourraient le faire sur des besoins de trésorerie ou pour venir aider la structure à encaisser un premier ou un second exercice déficitaire. Donc, le lever des fonds propres n'a de sens que si c'est pour financer des besoins qui ne peuvent être financés que par du capital patient, que par un capital plus structurant. D'autant plus que voilà, il y a l'avantage derrière de bénéficier, comme l'ont dit les autres participants, de conseils, de réseaux, etc., etc. Donc à partir de la détermination de ces besoins, on va avoir un plan de financement qui va se dessiner et aller chercher le mix de partenaires financeurs adéquats. On peut essayer d'aller chercher du financement gratuit ou quasi gratuit avec des financeurs comme les financeurs publics, les mécènes, les fondations, qui sont en capacité d'accorder des subventions d'investissement ou d'exploitation, pardon, ou des subventions d'exploitation. On va pouvoir explorer les possibilités de dette avec des outils comme le prêt participatif de France Active qui peut par exemple aller jusqu'à 200K. On va explorer les possibilités de prêt d'honneur comme celui de Wilco que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui peut aller jusqu'à 100K. Donc en somme, il ne faut pas se dire je veux éviter d'ouvrir mon capital ou je veux absolument ouvrir mon capital. Ça n'a pas grand sens. Ce qui compte, c'est de déterminer quelle est la nature des besoins qu'il me faut financer, déterminer quel est le partenaire financeur le plus pertinent, celui qui est positionné sur ce type de besoin. Et derrière, dans la recherche de ces différents partenaires financeurs, d'établir une short list en amont plutôt que de taper à toutes les portes sans vraiment avoir bien identifié quelles sont les politiques de financement des uns et des autres. Ça ne sert à rien de répondre à 36 000 appels à projets si on n'est pas certain de remplir par exemple les critères permettant d'accéder au financement. Vaut mieux prendre du temps en amont à identifier les partenaires financeurs adéquats en fonction de la nature de ses besoins, plutôt que d'essayer de taper à toutes les portes. Et enfin, je dis souvent, enfin, courir comme un poulet sans tête pour savoir, voilà, où est-ce que je peux avoir du financement. Vaut mieux le prendre en amont, d'autant plus que les démarches pour accéder à du financement peuvent être assez chronophages. Donc autant que le temps que vous investissez dans le cadre de votre recherche de financement soit le plus efficace possible. Donc voilà, c'est pas tant est-ce que je veux ou je veux pas ouvrir mon capital, c'est plus de quoi est-ce que j'ai besoin en fonction de la nature de ce que j'ai à financer. Merci beaucoup, Éléonore. Alors, on va passer du coup au dernier tour de table. Et là, ma question, elle est la même pour tout le monde. Tout simplement, c'est quoi le meilleur conseil que vous pouvez donner à une startup là, qui veut lever des fonds?
le meilleur de vos conseils. Voilà, je recommence dans l'ordre de mon écran directement avec Éléonore. Allez-y, Éléonore. Pour moi, pour préparer une levée de fonds, il faut le faire dans l'anticipation. Et c'est pour ça que tous les conseils que vous avez donnés, Tito, en amont, sont extrêmement pertinents. C'est vraiment la boîte à outils de comment y arriver dans de bonnes conditions. Donc c'est important de le faire en amont, parce que lever des fonds propres, c'est une course de fonds. Ça peut être long, chronophage. Quand on a un modèle économique qui est pas très innovant, sur lequel on a du recul, ça peut prendre 6 mois, voire 8. Quand on est sur un modèle économique un peu innovant, sur lequel les partenaires financiers ne vont pas avoir beaucoup de recul, ou s'ils sont nombreux autour de la table parce que le montant est assez élevé, faut bien compter parfois 9 mois à 1 an, voire 1 an et demi. Donc c'est important de bien calibrer les délais pour voilà, être sûr qu'on ne va pas mourir avant d'avoir reçu le moindre copec, et de s'assurer qu'on va avoir un peu de trésor pour pouvoir gérer sa levée de fonds. C'est pour ça que chez France Active, on a notamment lancé ce fonds amorçage qui permet de différer les différentes discussions qu'on a dans la levée de fonds et de bénéficier d'un ticket de trésorerie permettant de préparer sereinement sa levée de fonds. C'est quelque chose que vous pouvez faire via ce type de dispositif, comme le fonds amorçage, ou parce que vous avez préparé suffisamment les choses en amont et que vous estimez avoir la trésorerie nécessaire pour le faire. Et donc, pour se faciliter la vie, voilà, encore une fois, il faut repérer les bons investisseurs susceptibles d'investir, préparer les documents nécessaires, etc., etc. Mais pour moi, à mon humble avis, la clé, c'est vraiment l'anticipation. Merci beaucoup, Éléonore. Allez, dans l'ordre de mon écran, allez-y, Eric, pour vous, votre meilleur conseil. Alors, je vais répondre rapidement, mais après, je vais en faire plusieurs, malgré tout. Je suis d'accord à 100% avec ce que vient de dire Éléonore. Le premier conseil, c'est qu'il faut prendre le temps. Il ne faut jamais penser qu'une levée de fonds va se faire en 3 semaines. Il faut avoir un calendrier suffisamment long et prendre en conscience des délais. Juste une information, si on regarde le délai, pour qu'un dossier, entre le moment où un dossier arrive chez nous et on décide de le revoir en plénière, il peut se passer 2 mois. Une fois qu'on est arrivé en plénière, on fait des due diligence qui peuvent prendre 2 mois. Donc ça peut prendre 4, voire 6 mois. Donc il faut avoir ça en tête. Donc ça veut dire que le cash, comme on dit en anglais, cash is king, si vous partez avec peu d'argent et que vous voulez lever de l'argent rapidement, ça ne va pas se passer comme ça. Donc il faut maximiser les opportunités de love money, de fonds non dilutifs, de façon à pouvoir sereinement aborder les phases de levée en seed, mais ça va être la même chose pour les phases de série A, etc. Donc ça, c'est vraiment absolument fondamental. Merci beaucoup, Eric. Alors, allez-y, Antoine. Je pense que ça vaut la peine de parler à des gens, de tester un peu votre discours auprès de quelques investisseurs un peu amis ou d'accompagnateurs comme Silver Valley, quoi, qui ont un peu l'expérience de ce type de process. Qui pourront vous dire oui, ben non, là c'est pas clair, là à mon avis il manque ça. Et puis voilà, faites une espèce de pré-tour informel pour tester un petit peu et voir quelles sont les étapes, les choses qu'il faut que vous mettiez en avant pour pouvoir réussir. Parce que c'est quand même possible, donc je fais un petit bémol, il est possible de lever rapidement et de lever on va dire en 2-3 mois. Ce qui n'est pas hyper rapide, mais d'avoir le cash en 2-3 mois, c'est possible. Si vous avez une solution où tout est hyper clair, super équipe, grosse taille de marché, vraiment un no-brainer, là, tout le monde va vouloir venir, il y aura de la compétition, donc boum, vous allez pouvoir rythmer le process et c'est tout à fait possible de faire même beaucoup plus rapidement, quoi. Donc c'est possible, mais c'est assez rare, pour être honnête. Dans ma connaissance dans le secteur, je ne pense pas qu'il y ait eu des process très très rapides, mais voilà, on ne sait pas tout.
Donc voilà, testez un peu, et parce qu'il faut de toute manière que vous ayez un discours extrêmement clair, que vous soyez capable de pitcher votre projet en 1 minute, 15 minutes, 40 minutes. Donc avoir différents formats comme ça qui soient à chaque fois hyper clairs, hyper impactants, et que tout de suite on ait envie au moins d'en savoir plus, quoi. Merci beaucoup, Antoine. Alors, Amaury, à vous, c'est pour clôturer ce tour de table, c'est quoi votre meilleur conseil pour une levée de fonds à une startup? Alors, tout dépend effectivement du stade de développement de la startup. Il est évident que les attendus ne sont pas les mêmes en love money, en seed, en série A, série B, etc. Moi, je dirais que, encore une fois, il faut que la levée de fonds ne soit pas une obsession. Votre obsession, c'est votre service, votre produit, et le confronter, encore une fois, au marché. Dès lors que vous le confrontez au marché, vous progressez. Si vous progressez, il y a un moment où vous allez avoir, je l'espère, les bonnes métriques, et vous aurez des investisseurs qui vous suivront. Donc, il ne faut pas être obnubilé par sa levée de fonds. Il faut être obnubilé par son produit, son service, son organisation, son agilité dans un premier temps. Vous avez, là, ça prend énormément de temps, effectivement, de lever des fonds. Vous avez aujourd'hui, notamment dans le monde de la silver economy, un très grand nombre de dispositifs de financement qui sont tout à fait intéressants pour démarrer des POC, des MVP. Je pense aux appels à projets de la CNAV, je pense à la conférence des financeurs, je pense à UTL, je pense à la BPI, bien entendu, etc., qui vous permettent, je dirais, de rassembler 300, 400, 500 000 euros pour tester un concept. Donc, c'est ça l'obsession. La seconde, comme le disait très justement Antoine, c'est que bien souvent, les entrepreneurs n'ont pas de stratégie financière, ou en tout cas ne se projettent pas ou n'anticipent pas effectivement leur stratégie financière qui va leur permettre effectivement de se déployer au fur et à mesure de ces levées de fonds. Donc lorsqu'effectivement on rentre dans une stratégie de levée de fonds, il faut essayer de voir assez loin. Qu'est-ce que je vais faire effectivement du cash que je vais lever? À quel moment je retourne éventuellement chez Ecas? Quels sont les milestones que je dois valider pour pouvoir entrer dans une série A ou une série B, etc. Et ça, il faut pouvoir l'anticiper dans un business plan. La stratégie financière, qui est donc quand même le fuel qui va quand même vous aider à développer votre entreprise, elle doit être pensée en amont. On ne se réveille pas un matin en se disant « il va me manquer du cash, je vais chercher des fonds ». Ça, c'est la pire des situations. Donc, il faut vraiment que les entrepreneurs, bien entendu, soient recentrés sur leurs produits, sur leurs services, et n'aient qu'une obsession, c'est effectivement l'appétence du marché, mais qu'ils conservent également en tête une stratégie financière sur plusieurs années, dès lors qu'ils ont validé un certain nombre de critères de départ. Merci beaucoup, Amaury. Merci beaucoup à tous. Alors là, du coup, je propose qu'on passe à des questions de l'Assemblée. On en a déjà qui sont arrivées. N'hésitez pas, vous, entrepreneurs, à poser vos questions dans l'espace de commentaires. Il y en a déjà qui sont arrivées. Alors, on a une question de Céline, du coup, qui est cofondatrice de Mamie Boom. Pour vous, du coup, davantage, Eric, je pense, c'est quelle est la réticence des business angels, du coup, pour des entrepreneurs qui n'ont pas d'associés? On revient sur un commentaire qui a eu lieu initialement, c'est-à-dire l'équipe est un élément fondamental. Donc, on est toujours meilleur à 2 ou à 3. Enfin, c'est pas une règle absolue. Il y a des gens qui vont se débrouiller très bien, mais c'est quand même compliqué de prendre un pari sur une personne seule. Donc c'est vrai que ça va être un élément restrictif. Donc, si la personne est exceptionnelle, bien sûr, ça va se faire. Mais l'équipe est un élément clé, d'autant plus que bon, il y a un risque pour un investisseur associé au fait d'avoir une personne seule. Si la personne se casse la jambe, l'entreprise, elle fonctionne moins bien. Donc, on demande des assurances, par exemple, pour les personnes clés des entreprises, pour des assurances, enfin, ça se fait, hein, assurance, ce qu'on appelle une assurance homme-clé. Bon, c'est plus compliqué, ou femme-clé, pardon, mais c'est plus compliqué d'obtenir enfin, de faire ça quand il y a une seule personne. Donc, c'est un élément, malgré tout, effectivement, oui, restrictif. Mais en fait, mais c'est pas, je me permets de compléter, hein, c'est pas un no-go du tout, hein. Non, bien sûr, bien sûr. Et il faut quand même aussi bien avoir en tête que souvent les plus grandes success stories internationales de Microsoft, enfin bon, Microsoft peut-être pas, mais enfin, il y a beaucoup de solo entrepreneurs qui réussissent très bien, hein.
Facebook, etc. Mais par contre, ce qu'on va essayer d'évaluer, c'est la capacité de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse à s'entourer. Si vous n'êtes pas capable d'attirer autour de vous des gens qui ne vont pas être des fondateurs, mais des gens de bon niveau et de les garder, ça va être compliqué. Donc, alors après, quand vous êtes tout seul dans votre chambre, ça va être difficile à évaluer, mais on pourra essayer de voir sur votre carrière passée comment ça a pu se dérouler. Est-ce que vous avez pu vraiment démontrer cette capacité à gérer, à fédérer une équipe et à ce que d'autres vous fassent confiance? Alors, est-ce que Éléonore ou Amaury souhaitent compléter sur la question? On peut passer à la question suivante. Non, c'est bon, je pense qu'on peut passer à la question. Oui, oui. Oui, on peut passer à la question suivante. Alors là, du coup, je ne sais pas tellement à qui ça peut s'adresser, mais ça vous s'adresse, je pense, à vous quatre. C'est Florence qui nous pose la question. Est-ce qu'il y a un modèle qui est plutôt à adopter ou plutôt à privilégier lorsque des clients de notre entreprise veulent rentrer au capital? Est-ce qu'il y a un modèle qui existe? Est-ce que c'est peut-être un Moi, peu du je business dirais que angel, je ne sais pas, mais est-ce qu'il existe des modèles, des structures de capital pour ça? bah, les sociétés coopératives peuvent être indiquées, puisqu'elles ont l'avantage de permettre la création de plusieurs collèges, dont bah, typiquement un collège pour les clients de la même manière qu'il peut l'avoir pour les salariés. Donc ça peut être une solution. Maintenant, la création d'une société coopérative va aussi avoir comme des avantages le fait de limiter parfois les possibilités de levée de fonds. Puisque, voilà, c'est un statut un peu particulier, qui va avoir des titres qui sont moins liquides que ce qu'on va trouver dans les statuts commerciaux classiques. Donc si le but de ces clients, c'est d'apporter un soutien à la structure et qui sont pas forcément orientés rentabilité, la création d'une SIC peut être intéressante. Si leur souhait est de pouvoir céder leur part sociale à un moment donné, de réaliser une plus-value, ce sera peut-être pas le statut le plus indiqué. Voilà, là comme ça, de visu, c'est ce que je dirais. Et puis, si vous sentez qu'il y a un gros potentiel auprès de vos clients, que vous pouvez réunir de manière des sommes un peu significatives, peut-être que vous pouvez aller sur une plateforme de crowd equity. L'avantage, c'est qu'ils ont déjà un peu toutes les mécaniques juridiques en place pour créer une structure qui va recueillir tous les actionnaires et que vous n'ayez pas justement sur la table de capitalisation 100, 200 ou 3000 personnes, ce qui va être extrêmement compliqué, quoi. Donc, des structures comme lita.co, comme SoWeFund, comme WeSeed, ça peut être pas mal. Il y a aussi un autre mode de financement que vous devez peut-être connaître, hein, du financement qui n'est pas dilutif, mais qui peut permettre d'impliquer vos clients. C'est du style We Do Good, hein, qui se rémunèrent, où les financeurs se rémunèrent en pourcentage du chiffre d'affaires futur, c'est aussi des bons moyens aussi d'animer votre communauté et de vous faire connaître aussi. Donc ça peut être des modèles, hein, aussi alternatifs ou complémentaires et qui peuvent bien marcher aussi au début de l'aventure, où c'est peut-être parfois plus difficile de convaincre des investisseurs professionnels. Il faut mettre un bémol. Le crowdfunding est certainement la bonne approche. Il y a plein de petits clients. Moi, je l'ai vu, si vous avez, alors c'est pas forcément un client, mais si vous avez un médecin, un chirurgien qui investit dans votre entreprise, ça aide en termes de crédibilité du projet. Maintenant, si c'est un client, le problème, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça peut poser des problèmes à la sortie, parce que si vous voulez, dans votre exit, vendre à un autre client, ça va poser des problèmes s'il y a l'un d'entre eux qui est au capital. Donc, il faut quand même, alors après, ça dépend un peu du profil de ces clients dont on parle, mais à partir du moment où vous mettez vos œufs dans un panier, ça va être compliqué après, en termes de sortie ou dans l'évolution du capital. Merci à tous les trois. Alors, on va passer du coup à la question suivante. Alors que la question que je voulais vous poser, la question subsidiaire que j'avais en plus, qui était, est-ce que c'est pertinent de faire appel à des aides pour lever des fonds? Donc là, je pense particulièrement aux cabinets leveurs de fonds. Où est-ce qu'on peut les trouver? Et voilà, quelle est leur efficacité, on va dire?
qui veut se lancer? Oui, c'est effectivement en général une aide qui est intéressante, au motif que ces leveurs de fonds en général ont une bonne connaissance justement des thématiques d'investissement des fonds, de leur taille, de leur focus, ont des interlocuteurs souvent privilégiés, vont vous aider effectivement à mettre en œuvre éventuellement votre deck, à vous aider effectivement à insister sur des choses qui sont effectivement importantes pour des investisseurs. Et puis, c'est également un gain de temps. Ensuite, ça a un coût. Donc, il faut effectivement pouvoir être en capacité aussi de maîtriser le coût et de conserver, enfin, en amorçage ou ensuite lors de la réalisation effectivement de l'opération, c'est pas neutre. Donc, il faut pouvoir travailler main dans la main. Ça va vous dégager effectivement pas mal de temps, notamment tout le temps qui a trait au fait d'identifier les fonds, de comprendre leurs thématiques, etc., etc. Mais il y a un moment, de toute façon, c'est vous qui serez sur scène, et donc il faudra avancer avec. Alors, ouais, il faut bien comprendre que les fonds, en général, ils n'aiment pas du tout les levers. Voilà. Parce qu'il y a une partie. En général, on trouve qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne servent à rien, qu'ils coûtent cher, et puis que surtout qu'ils vont contribuer à faire monter la valo, parce qu'ils vont ils vont faire jouer la concurrence. Et là. Mais cela dit, je pense que c'est utile, vraiment pour. Ça dépend. En fait, ça dépend de votre profil, hein, vous. Hein. Si vous connaissez déjà, si vous êtes un petit peu familier ou que ça vous intéresse, vous n'avez pas forcément besoin. Après, sur les tours sur les tours, des gros tours on va dire plus de 5 millions ou 5-7 millions d'euros, je pense que là, ça vaut quand même la peine de prendre quelqu'un. Mais après, il y a une autre difficulté, c'est que sur les entre guillemets petits tours, on va dire inférieurs à 2 millions, un intermédiaire, il va pas toucher beaucoup d'argent. Donc, il ne va pas non plus pouvoir travailler énormément dessus. Ou alors, ça ne va pas être forcément des gens qui ont un super niveau. Et donc, vous n'aurez pas forcément la qualité de service que vous pouvez, dont vous pouvez rêver, quoi. En tout cas, il y en a très peu. Enfin, moi, je pense qu'il y en a très peu qui sont de qualité et qui font des relativement petites levées, quoi. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui au contraire, desservent les projets et les deals, quoi. Moi, j'ai mais je ne vais évidemment pas donner de nom, hein, et je connais des leveurs qui ont tué les projets. Hein. Moi, je vais être tout à fait d'accord avec Antoine, absolument. Alors, il faut voir qu'en phase de seed, c'est assez facile, comme je l'ai dit, de contacter les business angels. Le bémol est le nombre de personnes que vous avez sur votre cap de capi. Donc, si vous souhaitez limiter ça, effectivement, un lever peut vous permettre d'avoir accès à des choses qui ne sont pas facilement trouvables. C'est les gros business angels qui investissent en individuel, des gens qui sont capables de mettre 100 000 ou 150 000, ou bien des family office qui ne sont pas faciles à trouver non plus. Donc un lever peut vous permettre d'avoir accès à ce genre de choses et d'éviter que votre table de capi soit trop compliquée. Quand vous arrivez en phase de série A, bon, c'est effectivement, il y en a beaucoup de mauvais. L'avantage peut-être de vous permettre d'avoir un deck super structuré. Certains vont vous permettre d'avoir un deck super structuré. Mais bon, le nombre de fonds spécialisés dans le domaine qui vous intéresse est assez limité et un bon roadshow peut faire l'affaire et ça va coûter moins cher que les 4 à 6% que vous allez filer à un lever, quoi. Mais vous pouvez vous pouvez faire un deal un peu différent, pas forcément au success fee, hein, mais avec des gens qui vont pouvoir vous aider justement à identifier les bons interlocuteurs, débloquer, peut-être faire une relecture de votre deck et avoir un petit conseil léger au moment où vous faites la négo, mais qui ne sera pas vraiment en front avec les investisseurs. Ouais, plutôt en conseil, en shadow coaching auprès de vous, quoi. Il y a des gens qui font ça, hein, aussi, ça existe.
Merci à tous pour ça. Est-ce qu'on a encore des questions dans le chat? Il y en avait une, mais Antoine, tu as répondu directement dans le chat. Est-ce que des entrepreneurs souhaitent encore poser des questions à nos intervenants? Je pense qu'on a vraiment fait un très très beau tour déjà. Un point qu'on n'a pas évoqué, c'est les notions de dilution. Je veux dire, Oui. il faut même bien garder en tête que votre votre société a de la valeur, donc il ne faut pas vendre les actions, enfin céder les actions à des valeurs trop basses. Donc toute est l'histoire de bien valoriser la société et de garder une part importante du capital. Un fonds, bon, je ne suis pas travailleur pour les fonds, mais ma compétence, ma connaissance me dit que, en fait, un fonds ne va pas aimer tellement si les fondateurs ont plus de 30% du capital quand vous arrivez en série A. Ça veut dire que vous avez vendu vos titres à l'encan. Il faut garder, il faut éviter de se diluer au maximum, d'où l'intérêt du non dilutif, des prêts participatifs, comme on a évoqué ça. Gérer sa valo au mieux, je crois que c'est un élément extrêmement important. Oui, c'est clair. Et de l'autre côté, il ne faut pas que vous leviez trop haut non plus, parce que ça va rendre difficile vos levées ultérieures. Si vous levez, je ne sais pas, à un montant X, mettons à 10 millions, quoi, on va dire un truc quand même assez élevé, au tour d'après, il faudra que vous montrez, en fait, plus ça avance dans le temps, plus vous devez montrer des réalisations pour justifier votre valorisation. Donc, ça veut dire que vous avez une pression de plus en plus importante pour justifier ces montants de valo. Et donc, il y a aussi un vrai risque qui est que si vous levez un montant trop élevé, vous allez rater votre prochain tour de financement et la boîte, si elle crame de l'argent, vous allez devoir la fermer, quoi. Ou alors, parce que sinon, vous faites un tour à un montant inférieur au tour précédent, ce qui va vous mettre dans une situation un petit peu compliquée avec vos actionnaires historiques. Parfois, s'il y a des ratchets, des mécanismes qui vont vous permettre une relution de vos investisseurs historiques, ça va être compliqué parce que vous allez être dilué. Enfin, en tout cas, ça va mettre une mauvaise ambiance et ça va vous polluer pas mal la tête. Donc, il faut préserver votre part au capital. En effet, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Eric, mais il ne faut pas non plus lever trop, quoi. Donc, en gros, quand même, levez ce dont vous avez besoin. Pas trop, parce que quand même la règle de base que finalement tout le monde fait, mais on l'avoue peut-être pas tellement, pour pour valoriser les boîtes, c'est quand même la règle de 3, quoi. Donc tu dis tu lèves combien, ok, un ticket entre 15 et 25% de dilution, entre 10 et 25, donc il y a quand même la négo, et on en déduit la valo post-monnaie, donc la valo pré-monnaie, quoi. Donc le montant que vous allez lever va être aussi extrêmement important, quoi. Et on voit pas mal, nous, de projets qui pensent qu'ils peuvent lever des sommes assez importantes. Ils sauront dépenser l'argent, mais sauf que ça va induire une valo trop élevée et qui va mettre en danger le projet, en fait, à moyen terme, et qui va réduire votre liberté d'action, surtout. Et du coup, on a une question de Laurence pour rebondir un peu là-dessus. Lucille, j'ai vu ta question, on la reprendra juste après. Mais là, du coup, la question de Florence est dans la veine de ce qu'on disait. C'est comment on fait pour valoriser son entreprise en seed? Règle de 3, voilà. Nous, on n'aime pas trop, enfin je veux quand même dire qu'on n'aime pas trop quand on dit voilà, je veux lever 3 millions, je ne veux pas me diluer de plus de temps, donc la valo est de temps. Je comprends bien, Antoine, mais en même temps, il faut aussi avoir des éléments de valorisation, des comparables, essayer de trouver des exemples de comparables dans le mieux possible pour le faire. Mais effectivement, on en arrive souvent à la règle de 3, je suis d'accord. Oui, voilà, parce que et bien sûr, on fait ces exercices d'objectivation de la valo, mais finalement, c'est vrai que quand il y a assez peu de réalisation, donc on va regarder quand même les barrières à l'entrée que vous avez mis en place, on va regarder la taille de marché, on va regarder votre business plan, on va faire un crash case, et là, on regardera les multiples, les multiples du secteur. Donc, est-ce que ça va être X fois le chiffre d'affaires, X fois les l'EBITDA? On va regarder ce qui se passe donc en fin de BP crash testé. On dit, OK, voilà, on peut sortir dans 5 ans à
telle valorisation, et hop, on fait le chemin inverse en disant, si on veut faire, mettons, x2, x3, ben non, je ne sais pas combien, c'est quoi la valo à peu près aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est réaliste? Donc ça fait partie des différentes techniques qu'on peut avoir pour approcher une valo, mais c'est vraiment un exercice qui n'est pas du tout rationnel, hein. C'est justement en raison de ce manque de rationalité, comme le disait Antoine, que voilà, côté France Active, on a choisi de différer cette conversation pour les structures qui sont en seed. Donc avec le système d'un premier ticket de financement qui permet de préparer sa levée de fonds et qui va être converti au moment de la levée de fonds effective. Donc typiquement pour une SAS, ça va être une solution de prêt assortie à des BSA. Justement parce que on considère qu'il y a la nécessité, aussi bien pour nous que pour l'entrepreneur, de pouvoir un peu consolider ces résultats, nous donner un peu plus de visibilité pour qu'on puisse envisager une entrée en capital. On peut être souple, hein, c'est-à-dire qu'on peut on se laisse le choix de rentrer directement au capital d'une structure qui est en seed. Mais encore une fois, voilà, c'est une question qu'on préfère différer parce qu'on considère que on est sur des résultats qui, en général, sont beaucoup trop fragiles, qui permettent pas encore de vraiment cerner tout le potentiel de la structure. Maintenant, c'est également une excellente chose qu'il y ait d'autres acteurs qui sont en capacité de se positionner sur ce stade-là, comme ça peut être le cas pour les BA et d'autres fonds d'investissement, parce que voilà, ça permet aux entrepreneurs de bénéficier d'un mix de financement. Mais voilà, il y a aussi cette possibilité-là de pas forcément avoir cette discussion tout de suite, mais de voir les solutions de financement qui permettent de différer ces discussions. Merci Léonore. Je crois qu'Amaury, vous vouliez dire un mot, je vous ai vu réactiver votre micro là-dessus. Non, non, tout à fait d'accord avec l'ensemble de ces remarques. La valorisation, de toute façon, c'est toujours un peu la problématique. Mais c'est vrai qu'on retombe quand même assez souvent sur la question de la règle de 3 qui va prendre en question la qualité de l'équipe, la qualité de réalisation, le track record, l'identification claire d'un modèle économique, quelle est la valeur de la boîte à horizon 5 ans. Alors évidemment, les investisseurs vont la crash tester et donc vont diviser vos prévisions par 2, par 3, par 4 pour voir effectivement quel est le niveau de risque qu'ils vont prendre sur la valorisation d'entrée. C'est tous ces éléments. Et puis c'est aussi parfois des thématiques d'investissement qui sont à la mode, qui sont beaucoup plus soutenues, on ne sait pas pourquoi, que d'autres, parfois sans aucune raison particulière. Il y a aussi une certaine forme de comportement moutonnier des investisseurs qui s'attachent, j'entends par exemple, quantité de fonds d'investissement qui ne cherchent que de l'IA, de l'IA, de l'IA, de l'IA. Bon, très bien, l'IA est très très bien valorisée aujourd'hui. Bon, donc c'est un mix de tout. Après, c'est le rôle aussi de l'entrepreneur dans le cadre de sa stratégie financière à moyen et long terme de pouvoir évaluer les opportunités. Il est évident qu'il faut aussi conserver dans sa valorisation un niveau de motivation pour l'entrepreneur qui va quand même mettre 12 heures ou 14 heures par jour sur sa table de travail. Je dirais une carotte. Si dès le départ vous partez, vous vous retrouvez très rapidement, vous êtes au bord d'être minoritaire, que vous êtes très encadré dans un pacte d'actionnaires très contraignant, que vous avez des clauses investisseurs qui peuvent être du dip, du double dip, etc. Bon, il faut aussi que l'entrepreneur soit à l'aise avec sa valorisation et soit aussi à l'aise avec, entre guillemets, ses perspectives de création de valeur pour lui-même aussi. Sinon, tout le monde sait que monter une entreprise, c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Et donc, il faut aussi prendre en compte ses propres perspectives pour être en capacité, je dirais, de déployer un projet avec toute son énergie et j'espère tout son talent sur les 5, 6, 10 prochaines années à venir. Merci. Alors, on a deux questions encore qui viennent de tomber. Je reviens à la question de Lucille, qui est une question qu'on me pose souvent en mercredi d'entrepreneur et qui est vraiment très pratico-pratique. Du coup, elle est très bien.
c'est quoi le temps d'un pitch, lors d'une première rencontre avec un investisseur? Est-ce qu'on fait un pitch long, un pitch court? Voilà la question, plutôt 2 minutes, plutôt 15 minutes. Bah, il y a des formats différents, hein. Là, cet après-midi, on a les formats de 20 minutes. Donc, hein, en général, c'est peut-être 10 minutes. Je pense que, je ne sais pas, hein, mais 10-15 minutes, pouvoir pitcher son projet en 10-15 minutes, c'est un peu la règle. Après, c'est des questions-réponses. Parfois, on peut avoir un peu plus de temps. Mais après, le premier rendez-vous, là, il y a différentes pratiques. Dans les fonds, il y en a qui font des rendez-vous très courts, en effet, une demi-heure de base. Et puis d'autres, nous, c'est plutôt notre cas, on va plutôt être sur un premier rendez-vous, en général, sur plus d'1 heure, quoi. Et, ça Bah, dépend. le plus simple peut-être, c'est de poser la question à l'interlocuteur en fait, de combien de temps disposons-nous, ce qui vous permet de savoir est-ce que je pars sur mon pitch court ou est-ce que je pars sur le pitch long. Enfin, Mais en tout cas, il faut être capable de faire un pitch court. Ça, c'est oui, sûr. Et il y les en deux. a, mais tellement, quoi, qui sont, au bout de un quart d'heure, ils ont juste commencé à parler de ce qu'ils ont fait dans leur vie, quoi. Mais non, ça va pas. Comme ça a été dit, il vaut mieux avoir un pitch de 5 minutes, un de 10, un de 30. Enfin bon, il y a des organismes européens, style Catapulte, où on a 5 minutes de pitch et 5 minutes de questions. Donc, il faut être rodé. Ça veut dire qu'il faut répéter avant. Il ne faut pas y aller sans avoir fait des séances de répétition avec les copains ou avec des amis, enfin avec des professionnels divers, parce que, et bien s'assurer que même si c'est un pitch de 5 minutes, il y a quand même tous les éléments clés du dossier, les KPI, quand on en a parlé, le marché, la concurrence, les problèmes d'IP, etc. Il faut arriver à mettre tout ça dans quelque chose qui soit relativement concis. Il n'y a pas de. Enfin, bien sûr, moi je crois qu'il faut être vraiment en capacité de faire un pitch, d'avoir en tout cas dans sa besace un pitch court qui puisse effectivement attirer l'attention d'un certain nombre d'investisseurs. Après, il y a différentes phases. Il est évident que les investisseurs ne se limitent pas à un pitch de 5 minutes ou de 10 minutes pour prendre des décisions d'investissement. Ça va être effectivement une première mise en relation. Si effectivement votre pitch de départ retient par leur attention, comptez sur eux pour vous mettre sur le grill 2, 3, 4 fois, des heures durant, pour bien comprendre votre business model, ce que vous attendez, quelles sont les perspectives, crash tester la solution, etc., etc. Donc, je dirais, moi, je suis toujours un peu exaspéré par ces formats où on impose 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, etc. Alors, c'est vrai qu'il faut être en capacité d'expliquer tout simplement son projet en 3-4 minutes. Mais pour les entrepreneurs, c'est quand même extrêmement frustrant parfois. Et c'est des espèces de schémas imposés ou même en tant qu'investisseur, on attend de temps en temps, ça a été le cas notamment dans la bourse Charles de Foix, ça a été le cas dans un certain nombre de dossiers que par l'intermédiaire de Silver Valley, on a rencontrés, etc. De temps en temps, on a envie de tirer un peu la pelote. C'est-à-dire que ça veut dire que le pitch de 3-4 minutes a été bon. Et donc, on a envie d'en savoir plus. Donc, c'est vraiment le pitch court, c'est vraiment pour générer de l'appétence. Mais rassurez-vous, les fonds sont là aussi pour vous poser toutes questions possibles et retourner votre business plan comme il faut pour essayer effectivement de vraiment entrer et comprendre votre business. Et les BA aussi. Les BA également. Oui, oui, le challenger un peu le business model et l'entrepreneur. Alors, on a juste une toute dernière question. Antoine, tu as répondu encore dans le chat. Est-ce que l'un d'entre vous, ou du coup, Eleanor, l'une d'entre vous, ont déjà utilisé le modèle de Valo Black and School? Je ne sais même pas comment on le dit. Est-ce que ça a déjà été utilisé par l'un d'entre vous? Pas côté France Active, en Pas tout cas. côté France Active. Non, non. Bah, ça, apparemment, c'est plus tellement utilisé. Ouais, Antoine, Ouais. Non, non. Et je voulais juste ajouter un truc, un conseil aussi. On voit de temps en temps des documents, des business plans qui sont faits par des experts comptables. Et alors là, pour moi, c'est juste pas possible, quoi. Et se dire que dès qu'on pose une question à l'entrepreneur, il dit, ah bah attendez, faut que je demande, faut que je regarde sur mon bilan, faut que je parle à l'expert comptable. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Donc ne faites pas travailler d'expert comptable pour votre levée de fonds, quoi. C'est pas le sujet, quoi, parce que, enfin,
il faut que vous soyez capable de parler de votre business, de votre business plan, des implications financières, de tout ça. Même si c'est pas votre métier, il faut que vous soyez éduqué dessus, quoi. Et vous pouvez pas vous appuyer sur un expert comptable qui fait plein de trucs différents, mais qui est rarement un expert de la levée de fonds, de la levée de fonds tout court, déjà. Donc, ils vont nous sortir des sommes intermédiaires de gestion, tous les trucs que personne ne regarde. Donc, pour moi, c'est direct trash quand je vois presque. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pas loin. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, d'autant que votre expert comptable ne vous mettra pas dans une dynamique de création de valeur. Expert comptable va valoriser des actifs. Or, dans le monde effectivement des startups, il est bien évident que vous allez présenter un projet sur lequel vous avez 3 pauvres réalisations, un petit bureau. Il est évident que la valo, l'actif ne vaut pas 3, 4, 10, 20 millions d'euros. Donc, c'est vraiment les perspectives, effectivement, de déploiement qui vont faire votre valo. Après, enfin, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la valorisation. Il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que la valorisation d'une société, c'est la rencontre entre une offre et une demande. Il y a effectivement une offre de capitaux enfin une offre de projet, pardon, et une demande de projet. Il y a un moment où vous allez vite vous apercevoir quel est votre valo que retiennent les investisseurs, ou en tout cas dans quelle tranche de valo les investisseurs vous identifient, en fonction de votre track record, en fonction du niveau de risque, en fonction de votre produit, de votre service, etc., etc. Vous aurez à un moment un prix, à vous de savoir si vous voulez y aller ou pas. Si vous considérez que vous y allez dans de bonnes conditions. Moi, en tout cas, je dis souvent à certains entrepreneurs qui se retrouvent un peu cornérisés dans des levées de fonds qui n'en finissent pas et qui acceptent effectivement des valos qui ne sont pas forcément celles qu'ils attendaient, ou qui les met en tout cas à l'aise pour pouvoir déployer, se consacrer à 140% au déploiement de leur projet sur les 5-10 prochaines années. C'est très négatif de partir dans un deal que vous ne sentez pas, ou que vous n'acceptez pas, ou qui vous met mal à l'aise, ou qui vous met même dans une situation parfois financière qui va être compliquée à gérer sur les 4-5 prochaines années. Donc, la valo, il n'y a pas de modèle prédéfini. Encore une fois, ça reste un moment ou un autre à la rencontre d'une offre et d'une demande. Et reste à savoir si effectivement ces conditions de marché peuvent vous aider effectivement à développer votre entreprise, à vous sentir bien, à avoir envie de vous investir ou pas. Mais pour compléter aussi, parfois on n'a pas le choix, hein. Et donc, moi, je me souviens, dans ma première boîte, quand on a levé, je savais qu'on était sous-capitalisé, que dans 12 mois, on était mort si jamais on ne trouvait pas. Mais au moins, on a pu lancer. Et puis, finalement, ça s'est passé dans la douleur, mais ça s'est bien passé, quoi. Après, c'est à vous de décider en tant qu'entrepreneur de prendre les risques ou pas, quoi. Mais il ne faut pas hésiter à échanger avec d'autres entrepreneurs, parce qu'il y a des valos qui sont classiques pour un type de développement donné. Donc, voilà, si l'ensemble sur une valo, enfin un type de profil de société, tout le monde est valorisé à 2 ou à 3 et que vous arrivez à 10, bon, vous allez détonner, quoi. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous aussi, Style Relais, c'est pour que vous puissiez rencontrer d'autres entrepreneurs avec les mêmes types de boîtes. On a des entrepreneurs qui ont déjà réussi à lever et qui l'ont fait avec succès. Donc là, encore, Amaury avec Prevencare, Antoine qui a suivi les opticiens immobiliers Alphonse. Enfin voilà, il y a notre but à Style Relais, c'est de pouvoir vous faire rencontrer justement et partager ces expériences. Donc voilà, ça résonne, c'est en écho avec ce qu'ont dit nos intervenants. Écoutez, je crois qu'on n'a plus de questions. On est arrivé au bout du temps de toute façon et c'est super. Merci. Je vais clôturer du coup. Je vais clôturer. Je vais laisser les intervenants dire un dernier mot s'ils veulent et moi surtout les remercier du coup au nom de toute l'équipe de Silver Valley, du coup de toute la communauté, mais aussi au nom du coup de Nicolas Menet, notre DG, et de Laurence Lafont, notre présidente, qui nous pousse, qui impulse aussi cette dynamique
d'aller faire intégrer des nouvelles personnes à l'écosystème, des nouveaux profils, en l'occurrence à les investisseurs. Donc c'est super qu'on ait pu faire cette matinée. Je vous laisse conclure, vous, Amaury, Eric, Éléonore et Antoine, sur cette matinée. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé du coup ces très très bons conseils aux entrepreneurs. Honneur aux dames. Allez-y, Éléonore. Oui, merci beaucoup Titouan d'avoir organisé ce temps. J'espère en tout cas qu'il aura été utile pour les entrepreneurs. Le dernier mot pour la fin aussi, voilà, me concerne, c'est vraiment cette question de anticipation, prendre le temps de bien repérer vos investisseurs. N'hésitez pas à échanger avec les entrepreneurs qui ont été accompagnés par les partenaires financeurs que vous avez dans le visa. Voilà, en somme, une levée de fonds propres, ça se prépare. Il n'est pas utile de se précipiter. Vaut mieux bien le faire en amont qu'en aval. Voilà. Allez, je vous laisse la parole quand vous voulez. Oui, d'abord, merci pour votre invitation. Effectivement, prévoir une levée de fonds, c'est se projeter également dans l'avenir, avoir une véritable stratégie financière en tout cas, avoir au moins au départ une stratégie financière effectivement sur des différents tours liés à différents milestones et différents stades de développement. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut pouvoir vraiment se poser pour pouvoir le faire. L'autre aspect des choses, c'est encore une fois, la levée de fonds, c'est bien, le chiffre d'affaires et la rentabilité, c'est mieux. Et donc, en l'occurrence, ne pas rentrer dans ce qu'on a pu connaître au début, enfin à la fin des années 90, début des années 2000, sur des levées de fonds où les entrepreneurs étaient obnubilés par, je dirais, leur levée de fonds plutôt que la croissance de leur boîte ou la structuration de leur boîte. Et puis, vous dire que profiter effectivement d'un certain nombre de dispositifs que propose Silver Valley, que moi je connais bien, que j'ai pu accompagner par le passé, ou en tout cas participer à un certain nombre de programmes par le passé, qui ont quand même une approche qui est quand même très business oriented, ce qui est quand même parfois un peu rare dans cet écosystème de la silver economy, où il y a quand même beaucoup d'autres acteurs institutionnels, etc., qui sont moins recentrés sur ces questions-là. Et ce que j'aime particulièrement chez Silver Valley, c'est vraiment leur volonté de mettre les projets sur le marché et effectivement de les confronter aux réalités que peuvent être des clients, des fournisseurs, des investisseurs, etc. Et donc, de ce point de vue, il faut vraiment se saisir des dispositifs qui sont proposés notamment chez Silver Valley pour pouvoir tester son projet et bâtir effectivement quelque chose qui puisse justement se développer dans le futur. Merci, Amaury. Antoine, Eric, qui veut commencer? Non, mais merci encore pour l'organisation, c'était très bien, bravo. J'étais ravi des échanges. Et pour synthétiser des remarques qui ont été faites, je dirais que surtout pour moi, ne laissez pas la perfection être un frein à votre projet. Le mieux est l'ennemi du bien. Merci, Eric. Antoine, vas-y. Non, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Il y a certains d'entre vous qui l'ont fait. À rejoindre le mouvement Impact France aussi, il y a pas mal de financeurs. C'est l'occasion aussi d'échanger de manière assez informelle, justement, pour préparer vos futures opérations. Poser toutes les questions sans qu'il y ait trop d'implications. Donc, good luck pour vos projets. Et à bientôt, j'espère. Merci à tous les quatre, Eric, Antoine, Amaury et Léonore. Je vous remercie. N'hésitez pas du coup à revenir vers moi si bien sûr vous avez des questionnements toujours sur le marché de la silver economy. Vous voulez rencontrer des boîtes, alimenter le deal flow, tout ce que vous voulez. J'y répondrai ou quelqu'un de l'équipe y répondra avec plaisir. Merci à tous et du coup à très bientôt.